changer la donne dans le maillage territorial scolaire et suscite quelques réflexions auprès de certains élus qui se disent qu'en période de disette budgétaire, construire ou rénover une école appelée à plus ou moins long terme à fermer n'est peut-être pas une idée très lumineuse. Mais comment être sur cette trajectoire démographique quand les décisions se prennent à des échelles territoriales de plus en plus fines? Comment ces 560 800 élèves vont-ils s'évaporer à la surface du territoire? Le ministère de l'Éducation et les maires ont signé un protocole d'accord le 8 avril 2025 sur le sujet, permettant aux maires de disposer d'une visibilité de 3 ans sur les effectifs afin de mieux anticiper les mutations du tissu scolaire. Ce travail de proximité s'effectuant en lien avec le DAZEN, dont on parlera beaucoup tout au long de ce forum. Qu'en est-il à ce jour? Les maires avancent-ils encore à tâtons, au doigt mouillé, ou peuvent-ils s'appuyer sur des prédictions solides? J'ai le plaisir de vous présenter Frédéric Lotur, qui est le maire d'Arras, et Antoine Jouenne, qui est adjoint au maire de Châtillon et qui co-préside la commission éducation à l'AMF. Plusieurs intervenants sur ce forum. Dominique Péduzzi, que je salue, qui est là, qui est maire de Fray-sur-Moselle, président de l'association des maires des Vosges et qui interviendra en premier parce que vous avez des obligations, cher monsieur. Christian Montin, alors j'ai pas vu tout le monde, il est là. Il est là. Bonjour monsieur Montin, donc maire de Marcollès et président de l'association des maires du Cantal. Justin Pamphile. Il est où Justin Pamphile? Il n'est pas là pour le moment, mais en tout cas, s'il arrive, il sera interrogé. Il est maire du Lorrain et président de l'association des maires de la Martinique. Joël Surig, il est là, ça j'en suis sûr. Et il se lève, merci monsieur Surig, ancien directeur académique du Pas-de-Calais, et expert de haut niveau nommé auprès de la direction de l'encadrement du ministère de l'Éducation nationale. Et Sébastien Jadoul, maire. Il est là aussi, merci monsieur le maire. Maire d'Aubréville et président de la communauté de communes Argonne-Meuse. Nous allons écouter dans quelques instants Maryse Fessot, qui est sous-directrice des statistiques et des synthèses à la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance au ministère de l'Éducation nationale, qui va nous expliquer comment on fabrique en quelque sorte des prédictions et jusqu'où cette dernière peut aller. Ça y est, j'ai terminé mon intro, elle était un peu longue, excusez-moi monsieur Le Turc. Monsieur Jouenne, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on attend de ce forum? Alors bonjour à tous et à toutes. Avec Antoine, on est très heureux de vous retrouver pour ce forum. Notre animateur a été un peu long, mais il a posé globalement le cadre de ce qui nous rassemble. Avec Antoine, on voulait surtout vous dire en fait que c'était un moment important puisqu'on est en fin de mandat municipal et en même temps, on prépare forcément la séquence suivante, le mandat suivant, avec un vrai enjeu qui nous rassemble aujourd'hui, qui est celui de la carte scolaire, qui est celui de la stratégie autour de laquelle on doit construire la présence des écoles dans nos communes, dans nos territoires, et avec une volonté que l'on a eue avec David Lisnard d'essayer de poser un cadre avec le ministère de l'Éducation nationale qui nous permette de regarder l'avenir, parce que vous êtes tous élus dans vos communes et vous êtes tous soumis chaque année à une sorte de rendez-vous qui pose en quelque sorte le résultat du loto qui conduit à ce que dans certaines communes on subit des fermetures, dans d'autres on organise des ouvertures, mais avec finalement souvent une incompréhension de ce qui est posé sur la table. L'objectif finalement de ce protocole que l'on a signé, c'est de poser un cadre stratégique, d'essayer d'être à l'aise dans le débat, qu'on soit en phase avec l'éducation nationale, qu'on soit en phase avec les équipes de nos préfectures et qu'on soit d'accord sur les chiffres qui sont mis sur la table, parce que l'un des enjeux, l'une des problématiques, c'est que chacun a ses chiffres. Et généralement, les élus mettent sur la table des chiffres avec des habitations qui ne sont pas obligatoirement livrées dans l'immédiat, qui vont l'être incessamment sous peu et qui peuvent conduire à ce que l'on défende avec des arguments la non-fermeture de classe, la non-fermeture d'école
ou l'organisation, une prévision en fait qui soit un peu plus lointaine que celle autour de laquelle l'éducation nationale a l'habitude de travailler. Bref, ce que l'on a voulu avec ce protocole, c'est que vous puissiez dans vos communes, dans vos territoires, avoir des séquences de travail avec les directeurs académiques, avec les inspections, mais aussi avec les sous-préfets, et que ces débats permettent d'organiser une stratégie à 3 ans et que ça vous permette de regarder loin. Alors forcément, dans certains territoires, ça doit se passer bien. Dans d'autres, ça peut être un peu plus compliqué. Et en fonction de la nature des territoires, c'est différent parce qu'en ultramarin, en montagne, dans les zones rurales, dans les zones urbaines, il y a forcément des réalités multiples. Et c'est ce qu'on va essayer de balayer avec vous maintenant. Merci Frédéric. Antoine Joël. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas être très long parce que Frédéric a dit l'essentiel sur l'objet de ce forum ce matin et sur l'objectif aussi du protocole d'accord qu'a signé l'AMF avec le ministère de l'Éducation nationale il y a quelques mois maintenant. Effectivement, un sujet ô combien important pour nous toutes et tous, hein, pour les élus locaux, pour les maires, que la question de l'école, que la question de l'enfance, au regard à la fois du public accueilli. Ça fait le lien aussi avec le forum précédent sur la petite enfance, hein, les enfants, les citoyens de demain, le public, je pense, le plus précieux qu'on puisse avoir sur nos territoires, et à la fois l'enjeu que représentent les écoles dans nos territoires, qu'on soit en milieu urbain, en zone rurale. Les enjeux ne sont pas toujours les mêmes, mais en tout cas, l'importance du sujet, elle, demeure. Et c'est vrai qu'avec ce protocole d'accord qui a été signé, l'objectif, alors il n'est pas de nier la réalité de la baisse démographique, on le constate toutes et tous dans nos territoires. C'est lié en grande partie à la baisse de la natalité, et je ne vais pas m'avancer sur les chiffres qui seront communiqués de façon plus précise par le ministère dans quelques instants. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir des chiffres fiables et donc de la visibilité d'une part, afin d'anticiper et de prendre les mesures les plus adaptées dans la concertation. Donc voilà, c'est visibilité, anticipation, concertation, c'est ce qui transparaît en tout cas dans ce protocole d'accord, afin d'avoir des mesures de carte scolaire les plus ajustées possibles et d'assurer la meilleure qualité d'accueil et d'apprentissage pour les enfants de nos différents territoires. Et donc c'est vrai, ça va être intéressant de pouvoir échanger avec vous sur voir comment ce protocole d'accord est mis en œuvre concrètement dans nos territoires, et veiller à ce qu'il soit mis, parce que c'est un engagement de l'État, et veiller à ce qu'il soit appliqué dans les différents départements et les différentes communes de France. Voilà, je ne serai pas plus long pour pouvoir laisser place aux intervenants. Dernier point, on a demandé en fait à chaque président de département d'organiser des temps d'information, de concertation qui permettaient aux maires d'être informés sur ce protocole, et donc à la machine que j'ai décrite tout à l'heure de se mettre en œuvre. C'est aussi le moment pour nous de savoir si ça fonctionne bien. On a bien travaillé avec nos collègues qui animent les fédérations, mais en tout cas, sachez une chose, c'est qu'on travaille en collectif pour essayer de faire avancer les choses intelligemment. Merci Frédéric Le Turc, merci Antoine Joël. Et j'ai appris d'ailleurs, Frédéric Le Turc, que vous alliez vous-même sur le terrain pour rencontrer les DAZEN et donc faire aussi ce travail, même si ça relève, on verra avec Joël Suric tout à l'heure, comment ça se passe. Quelle lourde responsabilité, Maryse Fesseau, donc d'arriver et de nous expliquer comment ces chiffres peuvent avoir une utilité politique, on peut dire ça comme ça, en tout cas d'action publique. Vous avez la parole, la petite zapette, et on vous écoute. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui, alors ça vient d'être dit, comment on fabrique des prédictions. Alors, le terme prédiction a été mentionné. Moi, je parlerai plutôt de prévision. Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, une prévision, qu'est-ce que j'entends par prévision? C'est un événement qu'on essaye de prévoir par un calcul. Alors, d'où je parle de la DEP, qui est le service statistique du ministère de l'Éducation nationale et qui fait partie du service statistique public. Donc, il y a l'INSEE et tous les services statistiques ministériels et dont on fait partie au ministère de l'Éducation nationale. Et quelque chose qu'on partage, qui est important pour nous, c'est la transparence sur les méthodes. Donc c'est pour ça que je suis contente d'être là aujourd'hui avec vous. C'est pour pouvoir vous expliquer comment on fait les prévisions. Alors, pour vous expliquer comment on fait les prévisions, il faut d'abord, je crois que ça a été mentionné déjà, que je passe par vous expliquer une opération statistique qui est le constat. Et donc, comment on compte les élèves. C'est à partir de ce constat, comment on compte les élèves, qu'on va ensuite pouvoir tirer le trait
pour prévoir ce que ça va donner dans le futur. Je vais me concentrer évidemment en votre présence sur le premier degré, c'est-à-dire que je vais vous parler des élèves du préélémentaire, de la petite section à la grande section, et puis après de l'élémentaire en passant du CP jusqu'au CM2. Donc je vous parle de tous ces élèves-là, du secteur privé et public. Donc quand on regarde le constat des élèves, qu'est-ce qu'on fait? On fait un recensement, on compte les élèves, on prend une photo à la mi-septembre de tous les inscrits et on s'informe sur leurs caractéristiques. Alors, quelle est notre source? Eh bien, c'est ce que les directeurs d'établissement et les maires également, qui peuvent inscrire les élèves dans ONDE. ONDE, c'est quoi? C'est l'outil numérique des directeurs d'établissement. Donc, c'est là qu'à chaque rentrée, on rentre des informations sur les élèves. Alors, il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être sur le sexe, la date de naissance, pays de naissance, catégorie socio-professionnelle des parents. Toutes ces informations sont importantes pour nous, en tant que service statistique, pour éclairer, décrire un petit peu les élèves. Mais sur les prévisions, ce qui va nous intéresser, c'est combien ils sont et dans quel niveau ils sont inscrits. On fait cet exercice de constat en lien avec les services déconcentrés, donc les rectorats et les DSDEN. Quand on regarde ce constat, cette opération statistique de combien d'élèves on a, public-privé, dans les écoles, donc de la petite section de maternelle au CM2. Si on regarde ça en historique, de 2009 par exemple à 2025. Bon, donc on voit ce qui se passe, hein, mais surtout là, si vous mettez tout à droite, je vais commencer par là, on voit le nombre d'élèves qui étaient inscrits à notre dernière rentrée scolaire. Donc on les a comptés à la mi-septembre et ils sont 6 150 000 élèves. Dans le temps, depuis 2015, si vous dites, bon allez, sur les 10 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une baisse continue du nombre d'élèves dans tous les niveaux et on a perdu 620 000 élèves en 10 ans. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous le savez déjà, c'est un effet démographique, c'est-à-dire que les générations qui sont actuellement en 2025 à l'école, qui ont entre 3 et 10 ans, elles sont moins nombreuses que les générations précédentes. Donc c'est l'impact de la baisse démographique qu'on voit ici. Bon, ce n'est pas une nouvelle pour vous, je comprends que tout le monde a bien ça en tête. Elle touche d'ailleurs maintenant le collège. Donc ce qu'on voit là, sur les 10 dernières années, ça va être important quand je vais vous parler des prévisions. Si vous découpez en période de 5 ans, de 2015 à 2020, on a perdu à peu près 200 000 élèves. Sur les 620 000 qu'on a perdus, là, il y a 200 000 qui sont partis entre 2015 et 2020. Entre 2020 et 2025, il y en a un peu plus de 400 000 qui ont été perdus. Donc voilà, c'est juste les chiffres, prenez-les comme ça parce qu'on va en reparler en termes de prévision ensuite pour la suite. 620 000 de perdus et par période de 5 ans, 200 000 puis 400 000. Ces chiffres, c'est des chiffres nationaux. Il est évidemment important, mais ce n'est pas à vous que je vais le dire, de les décliner à un niveau géographique plus fin. Donc là, parce qu'il ne se passe pas exactement la même chose, évidemment, sur le territoire. Alors si j'arrive à la... Il faut plutôt pointer vers là-bas, voilà. Ah ben ça a été trop vite. Ah oui, c'est particulièrement efficace de ce côté-là. Donc là, vous avez l'évolution des effectifs. Donc on est bien sur le constat entre 2024 et 2025 par académie. Donc vous voyez que ça ne baisse pas partout. Mayotte et la Guyane ont des hausses en nombre d'élèves à la rentrée scolaire et que ça ne baisse pas partout dans la même ampleur en fonction des académies. Donc vous voyez que ça diminue fortement côté l'île et Martinique et que la baisse est plus contenue en Corse ou à Nice, par exemple. Alors, sur le constat, on fait d'autres, mais je vais passer aux prévisions, mais on sait dire aussi que depuis 2019, les zones rurales perdent proportionnellement plus d'élèves que les zones urbaines. Là. Ah oui, par là, par là. Je passe, donc voilà, on a le départ, c'est le constat. On compte les élèves à la rentrée scolaire. On voit depuis 10 ans que ça baisse. Le constat, après, on va le tirer
dans un exercice qui s'appelle un exercice de prévision. Donc, pour cet exercice-là, là, je vous ai mis la frise de travail. Pourquoi je vous mets cette frise de travail? C'est parce que les prévisions à l'ADEPE, on les publie tous les ans en mars. D'accord? Donc, les dernières qui ont été publiées, c'est mars 2025. En mars 2025, on n'avait pas le constat de la rentrée scolaire 2025, bien entendu. Donc, on s'est accroché au dernier constat disponible, celui de 2024, pour estimer, et on travaille sur un horizon de 5 ans. Donc, on va, à partir du constat 2024, aller estimer, prévoir le nombre d'élèves pour 5 ans derrière. Donc, chaque année, on fait ça. Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on utilise? Donc, on utilise notre point de constat. Et puis après, on utilise des projections démographiques. Les projections démographiques de l'INSEE. Pourquoi? Parce que si vous vous placez au moment où on travaille sur les prévisions, donc sur les dernières qu'on a faites, on était fin 2024, et bien si vous voulez tirer le trait des rentrées scolaires et aller jusqu'à 2029, ben ceux qui vont rentrer en 2029, il y en a qui ne sont pas nés. Et donc on va aller prendre les projections démographiques de l'INSEE pour regarder pour les plus petits, 2 et 3 ans, combien l'INSEE pense qu'il y aura d'enfants de cet âge-là. Et on leur applique des taux de scolarisation. Donc, quel taux de scolarisation? Ben, on prend le dernier constaté. Et après, une fois qu'on a ces petits, et puis les plus grands, ben, on les évalue en utilisant les taux de passage. Taux de passage d'un niveau à un autre, ceux qui passent du CP, CE1, CE1, CE2. Et qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Ben, on fait l'hypothèse que nos taux de passage ils vont être constants pendant 5 ans. Ça va être les mêmes. Quand on a ça, on obtient des prévisions qu'on publie à 5 ans. Ça, c'est les prévisions nationales. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les services académiques à faire des prévisions plus fines, en leur fournissant un outil de prévision qui est dans la même logique. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est aller affiner au niveau plus fin, plus local, en lien avec des politiques locales que nous, on ne connaît pas au niveau national, ajuster les prévisions. D'accord ? Il y a aussi, ça existe, ça sera sans doute évoqué, des prévisions à l'établissement qui peuvent être faites grâce à Onde, à l'outil numérique, et qui permettent d'avoir des ajustements plus fins. Après, nous, le sujet, c'est que ce soit bien cohérent avec nos prévisions plus globales. Je termine en vous montrant ma dernière diapo, qui est, là par là, les prévisions. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit aujourd'hui ? On prévoit, donc vous voyez en bleu pâle les prévisions des 5 prochaines années qu'on avait faites et en bleu foncé les constats. Donc vous voyez déjà que sur 2025, on avait prévu 6 153 000 et on constate qu'à la rentrée, il y en a eu 6 170 000. D'accord ? Donc il y a une partie d'erreur de prévision qui est faible, 0,3%, mais donc qui ne change pas la tendance. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas un exercice complet à l'élève près. Et ce qu'on voit là, donc je vous le redis, c'est sur la baisse sur les 5 ans telle qu'on l'a envisagée, et ça a été dit en introduction, c'est une baisse de 560 000 élèves. Donc vous vous rappelez, on était 2015-2020, baisse de 200 000, 2020-2025, on était sur une baisse de plus de 400 000, et là, on est dans l'optique d'une baisse pour les 5 prochaines années de 560 000. Donc c'est pour vous dire que le constat général, il est donc bien là, d'une accélération de cette baisse démographique et qui est là dans les écoles et qui va se poursuivre. Maryse Fesseau, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je reviendrai vers vous avec d'autres petites questions, et notamment pour voir, par exemple, si ce 0,3% peut amorcer éventuellement un redressement ou pas, ou comment on rentre un petit peu dans la cuisine statistique. Mais Monsieur Peduzzi, Dominique, a une petite obligation, donc je vais lui demander de venir ici nous rejoindre pour nous saluer et expliquer la situation dans les Vosges, et on reviendra donc après aux chiffres. Vous êtes maire de Fraisse-sur-Moselle et président de l'association des maires des Vosges.
Comment justement ces écoles font face à cette réalité qui vient d'être décrite? Comment on intègre dans les prévisions pour un maire ce qui vient d'être montré? Alors comment on l'intègre? On vient de voir tout le travail de prévision et tout le travail de recoupement des prévisions. On s'aperçoit quand même que dans le travail qui est fait, malheureusement les prévisions ont une certaine raison. Et depuis une vingtaine d'années, on utilise des outils. D'abord, chacun se bat dans sa commune. Et puis, une fois qu'on a terminé de se battre dans sa commune, on voit avec les collègues comment créer de l'intercommunalité. Mais il y a deux choses qui sont importantes. C'est que nous, on doit gérer des emplois et on doit gérer des infrastructures. Donc, c'est du temps long. Quelqu'un qui est titularisé dans un poste, vous ne pouvez pas lui dire demain matin, ça y est, la statistique devient réalité, tu t'en vas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les investissements qu'on doit faire, bâtiments, logistique, etc., sont du temps long. Or, on gère dans nos communes deux structures qui sont assez faciles à distinguer. Les écoles maternelles, le périscolaire, et puis l'école élémentaire, et puis les EHPAD. Alors, la courbe que vous montrez là nous inquiète aussi pour les EHPAD. Mais on a 80 ans pour réagir. Donc, voilà, là, on a 2 à 3 ans pour réagir, or qu'on est sur des investissements à 20-25 ans. C'est là la difficulté. Et c'est là que les chocs de culture et les chocs de réalité se retrouvent. Donc, on essaye, depuis un certain nombre d'années, de faire plusieurs choses. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention à des ingrédients qu'on ne mettait pas en place ou que nous, élus, on ne mettait pas dans l'équation. La mobilité de la population, les populations bougent de plus en plus et avant, il y avait un mouvement qui était un peu sur le rythme scolaire parce que les enfants, on essayait de les laisser à l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire. Maintenant, c'est fini. Ça s'en va tout au long de l'année, ça arrive tout au long de l'année. La deuxième chose qui s'accélère, c'est le changement sociétal. Moi, je suis maire depuis 30 ans. Quand je recevais des jeunes il y a 30 ans, c'était 3 enfants. Sur le 4e, ils venaient, on changeait de voiture et puis on s'en débrouillait. 10 ans après, c'était 2. Et le 3e était un problème. Aujourd'hui, c'est 1/3 des jeunes qui disent ne pas vouloir d'enfants. Et la médecine est capable de les accompagner pour que leur objectif soit tenu. Donc il nous reste 2/3 de la population en capacité de procréer. Et là, on se retrouve avec des gens qui disent 1 et le 2e est un problème. Donc ça, il faut qu'on le mette aussi dans nos équations. Dernière chose, convention citoyenne sur l'éducation. Il y a une réflexion que j'ai entendue la semaine dernière et qui m'a bousculé. Si vous m'aviez dit que je serais capable de dire ça aujourd'hui, je vous aurais dit il y a quelques mois que c'était un mensonge. Les jeunes ont dit, on en a marre de passer 1h30, 2 heures ou 2h30 de notre vie, chaque jour, à être déplacés pour aller à l'école. Il faut qu'on en prenne conscience, réalité. Et avec l'éducation nationale, il faut qu'on pense à de nouveaux modes éducatifs qui permettent d'utiliser nos anciens qui sont sur le territoire pour les mettre en contact avec la jeunesse. Il faut qu'on révolutionne ça dans le monde rural. Peut-être que dans le monde urbain, on pourra encore se contenter des systèmes qu'on a. Mais voilà. Et la réactivité à 2 ans, c'est beaucoup trop court par rapport à ce qu'on a à gérer. Et voilà. C'est pas simple aussi, bien entendu, de mener des projets, de les valider, notamment sur le bâti. On est bien d'accord. La vraie réalité, au-delà des éléments sociétaux que vous avez fournis et qui paraissent évidents, que tout le monde constatera, c'est pour vous de prendre une décision. Alors, il y a la difficulté que ce soit en intercommunalité ou en commune, comment on peut demander à un conseil municipal d'investir sur 25 ou 30 ans avec des équations telles qu'elles sont là. Donc il y a des réalités. Les subventions qu'on peut obtenir, on nous dit garantissez-nous que ces subventions correspondront à un fonctionnement à 20 ou 25 ans. Et les courbes ne nous le permettent pas. Donc on est devant des réalités qui sont aujourd'hui complètement difficiles à gérer. Et la dichotomie ou le fait que l'éducation nationale gère les emplois et que le commune gère le bâti et les emplois qui sont autour, notamment de la maternelle avec les ATSEM, il faut qu'on casse ce système-là pour remettre en place de nouveaux systèmes.
Il faut qu'on regarde ce qui se passe dans le monde vous m'avez entier. parlé, avant que vous rejoigniez votre réunion très Oui, importante, oui, oui. je veux dire, vous m'avez parlé il faut changer le système éducatif, c'est-à-dire, de quelle manière, enfin, juste puisque vous parliez de convention citoyenne, mais changer le système éducatif, c'est-à-dire mutualiser les équipements, faire en sorte de réduire ces déplacements pour les gamins, notamment dans le milieu rural, mais ça peut aussi, malheureusement, arriver en milieu urbain, en région parisienne, par exemple, c'est pas simple de se déplacer. Pour eux, voilà, comment on peut mutualiser tout en garantissant pour ces enfants, je veux dire, les meilleures conditions pour apprendre. Mais regardons ce qui se passe dans le monde. Alors voilà. Sortons du regard de notre nombril. Dans beaucoup de pays, si on leur disait qu'on mettait en place des moyens de transport pour déplacer des élèves 1h30 par jour, 2 heures ou 2h30, ils nous diraient: vous êtes fous, vous êtes complètement fous, vous gâchez votre jeunesse. Et donc ces temps-là, il faut qu'on les maintienne partout où il y a de la vie. Regardez dans le désert, regardez dans les pays polaires, est-ce qu'ils se trimballent 1h30 dehors? Déjà, quand la journée dure 3 heures, il y a intérêt à ne pas trop se trimballer. Donc si on laisse les gamins, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Si on ne les déplace pas, ils restent donc sur place. Et donc, c'est plus les enseignants forcément qui donneraient les cours. Ça peut être une nouvelle communauté éducative. Il faut qu'on y réfléchisse, c'est important. Disruptif, Monsieur Surig. Merci, Monsieur Peduzzi, de lancer ce débat. On y reviendra. Et on vous laisse. Vous êtes déjà libre de vos mouvements, mais ça va de soi. Et puis 2, vous avez des obligations. N'hésitez pas à quitter cette scène. Donc, voilà. Marie Spessot, est-ce que vous pouvez revenir, si ça ne vous ennuie pas, j'ai juste 2-3 petites questions de curiosité intellectuelle, journaliste ou autre, mais comme vous voulez. La maille la plus fine aujourd'hui, vous avez dit qu'il marche, le micro, ça. C'est juste la problématique de la zapette pour aller là-bas. La maille la plus fine, est-ce que c'est le département? Enfin, la plus... Quand vous descendez comme ça ou autre, sur les prédictions, est-ce que c'est le bon endroit où ça peut commencer à discuter? Alors, c'est 2 choses différentes. Quand vous me dites la maille la plus fine, est-ce que c'est le département? Moi, en tant que représentant le service statistique, je vais vous dire ce que nous, on fait, mais ça ne veut pas dire que d'autres ne font pas à d'autres endroits, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas pertinent. Donc nous, au niveau service statistique ministériel, on produit les prévisions au niveau national. On outille les services statistiques académiques pour qu'ils puissent descendre à une maille plus fine académique départementale. Il y a des chefs d'établissement qui font des prévisions à l'établissement et qui sont en lien avec les DSDEN et pour ajuster au niveau local. Donc ce qui me semble important de vous dire, c'est que nous, c'est la transparence de ce qu'on met comme hypothèse derrière qui est important. Pour que le débat puisse avoir lieu avec objectivité et transparence, c'est transparence sur les hypothèses. Plus on va fin, plus on va pouvoir ajuster par rapport à ce que je vous ai présenté à une réalité locale. S'il se passe dans un département ou même au niveau d'une école, il y a des choses qui sont en train de se passer, une entreprise qui se monte ou quelqu'un qui part, il va falloir peut-être ajuster la prévision au niveau local. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une discussion collective autour de quelles hypothèses on prend et que cette information soit partagée avec tout le monde. Parce qu'encore une fois, c'est des prévisions, c'est un calcul sous hypothèse. Donc on fait des hypothèses qu'un certain nombre de choses vont être constants, nous, pendant 5 ans. Si ce n'est pas le cas, parce que tout d'un coup, il y a plein de gens qui vont bouger, c'est ce qui venait d'être dit, là, voilà, il va peut-être y avoir des gros mouvements de population. On n'est pas sur une prédiction boule de cristal, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne peut que avoir des hypothèses, et donc transparence des hypothèses, je dirais, c'est pertinent dans tous les niveaux, mais vraiment transparence sur les hypothèses du calcul pour que tout le monde puisse comprendre d'où ça vient. Est-ce qu'il y a eu dans le passé d'autres situations à peu près identiques et des réponses donc apportées qui peuvent éclairer ce qui se fait aujourd'hui dans le présent? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'on a subi dans les années 90 ou 2000, 2010 des baisses ou des hausses et des réponses qui peuvent apporter un éclairage aux maires, une manière de répondre? En France ? En France, oui. Alors, ou ailleurs. D'ailleurs, je voulais le dire tout à l'heure, mais quand on regarde le constat, en 2015, c'est un pic.
c'est un pic en hauteur. Donc le côté de la déprise comme ça, il est plutôt nouveau, compte tenu après Joël sourit, aussi mais c'est du jamais vu, me dit Joël voilà. sourit. Et donc c'est nouveau et il faut collectivement qu'on y fasse face, mais ça a plutôt eu tendance à progresser quand on regarde l'historique. D'accord, il y a ce protocole qui a été signé donc, entre l'AMF et l'Éducation nationale avec un binôme qui va se détacher ou qui existe déjà sans doute. Enfin, j'imagine que les maires ont rencontré déjà leur DAZEN depuis, depuis des lustres, depuis qu'ils existent en tout cas. Est-ce qu'il faut que ce binôme travaille d'une manière différente aujourd'hui ? Alors là, je dirais certainement, mais c'est plutôt... C'est plus votre Voilà. travail, mais globalement, c'est quand même à partir des chiffres que vous aurez Oui. fournis pour aller vite. Hein. Mais en effet, mais les chiffres sont là pour éclairer cette discussion-là. Donc on est là pour, je dis on en tant que service statistique ministériel au niveau de la centrale, pour donner les grandes tendances, le grand cadre, outiller pour que à un niveau plus fin, on descende plus fin, parce qu'on pense que c'est pertinent en effet de descendre plus fin, mais pour ça il y a des services statistiques académiques et il y a aussi des gens au niveau même des établissements qui peuvent faire leurs prévisions. Et il me semble que ça, c'est le point de départ d'un débat démocratique sain et d'un débat au niveau local qui, si on s'assoit sur des données qui sont objectivées et transparentes, qui permettent justement le débat. Mais c'est vrai que là, c'est plus moi qui fais. Ah oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Voilà. Ouais, d'accord. Eh ben merci pour ces éclairages et puis on aura l'occasion peut-être de vous interroger au moment ou à un autre. On est rentré de plein pied dans la première séquence de ce forum avec la nouvelle méthode de travail avec les maires sur la carte scolaire, comme le veut la tradition. Les deux coprésidents donc arrivent, parce que quand on ouvre une séquence, donc ils sont à mes côtés, et d'autant plus qu'il y a un correctif à faire ou un ajustement. Frédéric Le Turc, c'est pas un binôme, mais un trépied. Quelle est la troisième personne ? Au moins un trépied, parce que le travail en fait ne peut pas s'organiser uniquement entre le maire et le directeur académique, entre le maire et l'inspecteur. Il doit aussi s'organiser avec les préfets ou leurs représentants, les sous-préfets. Pourquoi ? Et Joël Surik pourra le dire, l'aménagement du territoire, c'est quand même un sujet. Et même si, en fait, on pense forcément à l'école, on ne peut pas imaginer qu'on organise les territoires sans qu'il y ait le positionnement de la mairie et le positionnement, en fait, de l'école dans un environnement qui soit, en fait, juste et soutenable, comme le disait notre collègue tout à l'heure, pour les enfants, pour leur déplacement. Et donc, il faut penser au service global. Avec la petite enfance, c'était le sujet juste avant. Et puis, le parcours, en fait, le parcours scolaire. Antoine Joen, depuis la signature, donc le 8 avril 2025, hein, c'est bien ça, 25 c'est ça, avec l'ancienne ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne, de ce fameux protocole avec l'AMF. Est-ce qu'il est trop court pour évaluer un petit peu sa réalité, mais comment ça se passe concrètement ? Et quel rôle joue l'AMF pour le faire vivre ? Mettez-vous un peu plus là. Alors, il y a deux volets dans le protocole. Il y a un gros volet effectivement qui concerne les mesures de carte scolaire et ces questions-là. Il y a un deuxième volet peut-être qu'on abordera par la suite qui concerne les autres axes de la continuité éducative, donc toute la phase de concertation sur les questions d'inclusion, de climat scolaire, d'équipement numérique, etc., de bâti scolaire. Et sur le premier volet, pour revenir à cette séquence, concernant les mesures de carte scolaire, le recul n'est pas encore effectivement assez important puisque l'objet, c'est de le mettre en œuvre pour la rentrée scolaire 2026. Donc là, on est en plein dedans, en théorie. Et l'objet de ce protocole, donc, c'est d'avoir plusieurs phases de discussion, donc Frédéric le disait, avec le DAZEN et le préfet aussi. Donc la première phase aurait déjà dû avoir lieu, puisqu'on avait ciblé, en tout cas dans le protocole, un premier temps d'échange au mois d'octobre, normalement, de la rentrée précédente, pour commencer à avoir des premières tendances, en tout cas sur, à la fois d'un point de vue démographique et à la fois sur les potentielles mesures de carte scolaire, tout en sachant que c'est deux sujets en un, puisqu'en réalité, les mesures de carte scolaire dépendent aussi d'un autre paramètre qu'on n'a peut-être pas encore évoqué, mais qu'on risque d'évoquer, la question budgétaire évidemment, et les questions de budget de l'État et des suppressions de postes, parce qu'on est sur des suppressions de postes annoncées en tout cas par le ministre. Donc d'avoir ce premier temps d'échange en octobre, affiné après en janvier, avec un second temps d'échange pour pouvoir du coup là commencer à se projeter vraiment sur la rentrée scolaire à venir et commencer à anticiper sur les questions de mesures de carte scolaire, fermeture, parfois ouverture, mais ça existe encore, même si c'est de plus en plus rare, de classes, voire d'écoles
aussi. Donc l'objectif, voilà, c'est d'avoir de l'anticipation et de la concertation pour prendre les mesures les plus adaptées. Et c'est vrai que parfois, on a le sentiment qu'il y a, c'est pas toujours le cas, mais ça va dépendre des territoires, mais une décorrélation entre la question de la démographie et la question des mesures de carte scolaire. Et le rôle de l'AMF, le rôle qu'on a avec Frédéric et avec les services de l'AMF, bien sûr, c'est de veiller justement à ce que ces suppressions de postes et donc ces fermetures de classes et d'écoles parfois ne soient plus importantes que la baisse de la démographie. Oui, c'est ça, enfin, qu'on n'utilise pas la baisse de la démographie comme prétexte. Voilà, la baisse de la démographie ne doit pas être un prétexte pour Bercy de raser en fait l'éducation nationale pour que ça ait des conséquences négatives dans nos territoires. Il y a 3 points de vigilance, à mon avis, autour desquels il faudra qu'on soit collectivement très attentifs. Le premier, c'est qu'on n'a jamais eu autant de ministres qui passent. Les services restent, mais les ministres passent, les chiffres restent. Donc ça veut dire en fait que quelles que soient les évolutions à venir, la méthode de travail, elle doit s'imposer. La deuxième chose, c'est qu'on a en fait une élection municipale, certes, mais derrière une élection présidentielle. Donc il faut en fait que l'on tienne encore sur la méthode de travail. Et la troisième chose, c'est que les parlementaires en fait voulaient se saisir de notre protocole pour lui donner en fait un texte, un encadrement législatif, ce qui est possible à condition qu'on ait vraiment affiné la méthode, qu'on soit en fait décontracté sur le sujet dans tous les départements et que l'on puisse véritablement poser en quelque sorte des lignes de conduite qui nous conduiront certainement, en vous écoutant, à tenir compte non pas d'un protocole à 3 ans, mais peut-être d'une vision encore plus prospective, parce que sinon, on aura effectivement beaucoup de difficultés à poser une règle efficace pour les investissements qui sont les nôtres ou pour des rénovations que l'on doit opérer dans nos patrimoines scolaires. Voilà. Merci, messieurs les coprésidents. Je vais demander à Joël Surig de me rejoindre. Vous savez, on a, quand on est journaliste, et puis surtout quand on se balade dans ces salons ou autres, et qu'on aborde ce sujet-là, et qu'on entend parler de maires, ils se disent entre eux, ils se disent « Et toi, comment il est ton Dasen ?» C'est une des questions qu'ils leur posent. Est-ce qu'il y a une... Est-ce que ce binôme est en train de se créer? Est-ce qu'il existe? Comment vous voyez ces questions et tout ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure? Je rappelle, hein, vous êtes un ancien directeur académique du Pas-de-Calais, donc une sacrée région, un sacré département. Vous êtes à ce jour expert de haut niveau nommé auprès de la direction de l'encadrement du ministère de l'Éducation nationale qui forme donc les DAZEN. Et donc, la question qui se pose, M. Peduzzi est allé très loin. Je veux dire, il faut changer le système éducatif ou autre, mais quelque part, il y a un peu de ça dans le constat qu'il fait. Il y a une réflexion un peu globale, effectivement, qui est engagée. Quand on dit qu'il faut rebattre les cartes, et oui, on a une évolution, ça a bien été donné sur les chiffres, c'est-à-dire ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient de plus de 10 ans. Donc, j'allais dire, il y a des évolutions. À un moment donné, on pouvait être en disant on ne bouge pas. Je crois que maintenant, on est arrivé à un niveau où on dit on ne peut pas ne rien faire. Mais on ne peut pas ne rien faire, vous et nous. Et donc, effectivement, et Frédéric Le Turc l'a bien dit, c'est plus DAZ et maire, c'est DAZ, maire et préfet, parce qu'effectivement, il y a besoin de travailler sur la coopération et la confiance. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Effectivement, il y a une vision aussi de l'éducation nationale qui n'est pas toujours fausse. Il y a aussi des résistances des maires, ce n'est pas toujours faux non plus, et des tensions. Mais de toute façon, l'avenir, ça passera obligatoirement par une coopération. Alors, ça a été effectivement, le protocole est une première pierre qui est très importante, qui fixe effectivement un cadre, qui dit aussi que quelque part, on a vu les chiffres, j'allais dire maintenant la logique, elle n'est plus tellement comptable. Parce que même s'il y a des suppressions de postes, il n'y en a pas autant que effectivement, la perte d'effectifs. Donc, ce n'est plus vraiment un sujet comptable où on va voir un élève de plus, un élève de moins. C'est quelle école, quelle organisation territoriale, comment on s'organise. C'est plus ça. Et là, on peut trouver des terrains d'entente sur lesquels on peut travailler. Il y a eu le protocole. Pour tout vous dire, le nouveau ministre, c'est vrai que ça change souvent, mais le nouveau ministre a fait ce qui était assez rare, a fait une visio avec l'ensemble des DAZEN le 3 novembre, où il leur a dit attention sur la ruralité, d'avoir une attention très forte pour éviter de fermer. Ça ne veut pas dire qu'on ne fermera pas du tout, mais en tout cas une attention forte. Et il leur a dit dans ce travail-là,
je cite effectivement, il faut que les élus, ils en soient. Je veux dire en disant, on ne peut pas faire sans les élus. Il faudra travailler avec les élus. Et ça a été vraiment un message fort au DAZEN. Vous savez, effectivement, ça a été dit que je m'occupe de la formation. Et donc, déjà l'année dernière, on organise un temps de formation sur la relation avec les élus. Frédéric Le Turc a été invité. Maintenant, je suis invité. Ça veut dire qu'effectivement, chacun dans son camp, on se retrouve parce qu'il y a besoin aussi de former maintenant les DAZEN. On a une autre formation vendredi prochain où j'ai pratiquement une vingtaine d'adjoints et une quinzaine de DAZEN où ce message, il est porté. Et il y aura aussi un représentant, un préfet, qui sera là avec Frédéric Le Turc. Ça veut dire qu'à un moment donné, aussi de leur dire, on travaille avec le préfet, on travaille avec les élus sur l'intercommunalité. Dans quel cadre? Il y a une méthodologie qui est déjà affinée ou qui est déjà en place, je suppose? Oui, parce qu'il y a déjà le 30 juillet, il y a un décret qui a été signé. Ça veut dire que le préfet doit donner son avis sur la carte scolaire. Alors, dans beaucoup d'endroits, ça ne changera pas grand-chose. C'est déjà un peu le cas. Il est présent ce qu'on appelle au CDEN, à un moment donné, où on doit définir. Mais des fois, les préfets n'y étaient pas toujours, parce qu'effectivement, avec les organisations syndicales, ça les énervait un petit peu, voilà, d'avoir ces discussions éducnates, comme on dit, effectivement. Mais le fait d'avoir posé, de dire il doit donner son avis, même maintenant, il donnera son avis aussi sur le recrutement des DAZEN. Il y a vraiment, en tout cas, c'était positionné quand on parlait de texte. Il y a un texte, un décret qui pose le préfet comme le garant, effectivement, de la cohérence des services publics. Ce qui est aussi intéressant quand on parlait de temps long, parce que l'école aussi, c'est un temps long. Pas le même, mais enfin, quand à un moment donné, on discute, je sais que les territoires ruraux, les résultats sont plutôt bons à l'école. Ils sont plus complexes et puis difficiles au collège et la suite sur l'orientation. Donc on travaille aussi sur le temps long. Pas le même temps long, pas les mêmes besoins, mais en tout cas, on travaille aussi sur le temps long d'un enfant. Et là, effectivement, on peut se retrouver. Et donc, sur ce travail-là, sur les formations, sur l'organisation, sur les décrets, on a des outils quand même qui fixent un petit peu plus un cadre de comment on doit travailler ensemble. Et comme disait Frédéric Le Turc, il y a des endroits où ça se passe bien, des endroits c'est un peu complexe. Pourquoi ça se passe moins bien dans certains endroits, ou au-delà de la relation humaine qui est secondaire peut-être, mais parce que la complexité du territoire aussi sans doute. Il y a de la pression, il y a de la pression que les uns les autres peuvent avoir. Parfois effectivement, quand on disait les prévisions d'effectifs, tout le travail fin, ça a été dit, l'ADEP nous donne le volume est souvent très précis sur un département, mais tout le travail après du DAZEN et ses services, c'est voir, avec cette prévision sur laquelle on va s'y retrouver au niveau du département, comment elle va se répartir. C'est où? Quel va être l'impact? À quel endroit? Et on y reviendra. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les effectifs, mais c'est beaucoup plus large sur bien d'autres sujets. D'accord. Est-ce que la société française, est-ce que l'éducation nationale est prête à intégrer finalement ce que disait M. Péduzier avant de partir, le fait de pouvoir changer radicalement à certains endroits pour éviter effectivement de soumettre des gamins à des parcours sans fin pour aller à l'école et donc de profiter des ressources quand elles existent sur place pour faire école en quelque sorte. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou est-ce qu'une école c'est quand même un prof en face quoi? Peut-être que le prof aussi peut être itinérant, enfin, ça existe déjà. Alors, je ne suis pas un politique, donc à un moment donné, vous êtes des politiques, il y aura des élections, effectivement, de savoir quelle école, comment on peut le faire. Mais c'est vrai, en tout cas, que le regroupement, l'échelon territorial, l'organisation, qui ne doit pas être la même partout. Parce qu'il y a les inégalités sociales, les inégalités aussi de territoire, les inégalités d'orientation, garçons-filles. Il y a beaucoup d'inégalités. Si on veut les travailler, ça veut dire qu'il ne faut pas faire obligatoirement la même chose partout. Et je crois que c'est plutôt ça l'idée. Après, effectivement, quand on disait plusieurs organisations, c'est vrai que le privé, par exemple, le collège et les écoles sont un peu une même entité. Bon, c'est un atout actuellement. Donc il y a plusieurs pistes de ce côté-là. En tout cas, ce qui me paraît important, moi j'ai cité un peu les 12 travaux sur lesquels, si je rencontre un élu, c'est à un moment donné, oui, les effectifs, mais ça peut aller vite, on sait qu'ils baissent. Le bâti scolaire, ça a été posé. Le transport, ça a été posé. C'est hyper important. La pause méridienne, parce que des fois, ils reprennent le transport ou pas sur la pause méridienne, c'est aussi un sujet. Le lien, mais le protocole le dit, sur le lien avec la petite enfance.
qui est important, le lien sur l'ensemble par exemple les PEDT, l'ensemble de l'organisation, tout ça, c'est des sujets qui peuvent être abordés plus largement. Et puis, on peut aussi aborder, ça a été évoqué sur le logement. C'est vrai que moi, dans le département où j'étais, de temps en temps, il y avait en disant les parpaings ne font pas les babins, les bambins. Donc, oui, il y a des logements, mais c'est là aussi où il faut faire attention en termes d'indicateurs, de regarder aussi, à un moment donné, les dérogations. Parce que je l'ai vu, à un moment donné, tout le monde me dit qu'il a des constructions, ça ne va pas créer des enfants. Mais où est-ce qu'ils vont aller? Et est-ce que finalement, deux maires sont en guerre pour garder leur... Et donc l'intercommunalité, là, est importante. Autre élément, et là c'est l'éducation nationale, la RH, ça veut dire, si vous avez une petite école, à un moment donné, les enseignants, c'est comme tous les professionnels, c'est comme les médecins, ils ne veulent plus être tout seuls sur une école, ils ne veulent plus être à deux. Donc vous allez changer d'enseignant tous les ans. Et comme vous, un secrétaire de mairie, vous n'en avez qu'un, vous risquez aussi de changer si c'est pas quel. Donc ces problématiques-là, le remplacement, il faut aussi l'intégrer. Et donc c'est pour ça que c'est une réflexion beaucoup plus large qu'il faut intégrer ensemble pour avoir cette réflexion. Merci beaucoup Joël Sury pour toutes ces précisions. On continue le Tour de France avec Christian Montin qui est là. Voilà. Est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît? Christian Montin, qui est maire de Marcollès et président de l'Association des maires du Cantal. Vous regrettez, vous, l'arrêt de la convention ruralité déployée ces dernières années avec le DAZEN, qui avait permis de renforcer la concertation justement avec ce dernier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux mots déjà ce qu'est la convention ruralité et tout simplement pourquoi elle a été interrompue puisqu'elle fonctionnait? Oui, bonjour à tout le monde. Je voudrais dire que dans le Cantal, nous ne découvrons pas aujourd'hui la question de la baisse de la démographie scolaire. Il y a bien de longues années que nous observons cette, c'est juste un peu le micro, cette chute, il y a presque dire parfois dégringolade, sur certains territoires de notre département. Et qu'aujourd'hui, cette baisse démographique, elle a des conséquences très fortes sur l'habitabilité, je dirais, de certains territoires de notre département. Fermer une école à certains endroits, c'est condamner les enfants à des temps de transport qui sont insupportables à certains moments. Et même s'il n'y a pas d'école, il y a quand même toujours quelques enfants sur ces territoires et ils ont droit à une éducation de qualité, eux aussi. Donc il y a là un véritable défi pour ces territoires ruraux très peu denses, où la question majeure, ce n'est pas celle de la comptabilité. Et mon prédécesseur a parfaitement décrit les choses. C'est bien une question de quel tissu scolaire et quel avenir envisageons-nous pour ces territoires ruraux. Je pense que c'est essentiel de poser la question comme ça, parce que, effectivement, les conventions ruralité que vous évoquiez avaient comme principal sujet l'idée de considérer que la ruralité devait être examinée avec ses spécificités, avec ses particularités. Alors, la ruralité, les ruralités, parce qu'il y a quand même une grande différence entre ces territoires très peu denses comme les plateaux d'altitude dans le Massif central et certaines autres ruralités qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Donc les conventions ruralité avaient bien pour objectif de regarder autrement l'école dans ces départements. Alors elles ont été arrêtées pour des questions dont je ne suis pas responsable, sinon je ne les aurais pas arrêtées. Oui, bien sûr. Donc c'est à d'autres qu'il faut poser la question. On parlait à Michel Mercier. Sans doute. Donc voilà, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le contexte d'un département comme le nôtre, c'est un département où nous avons moins de 9000 élèves dans le public, où nous perdons 2% à peu près depuis quelques années d'élèves tous les ans. Cette année, pareil. Et donc, si on se projette sur cette tendance à long terme, on désertifie d'une manière évidente des pans entiers de notre territoire. Donc la question, c'est effectivement, à l'aune de ces constats de baisse démographique incontestable, comment faire, Éducation nationale, État, élus, comment travailler ensemble sur la définition d'une nouvelle démarche, d'une nouvelle méthode pour se projeter sur un futur tissu scolaire
attractif. Qui ne condamne pas ces territoires. Voilà. Et est-ce que vous avez quelques idées? Alors, j'ai quelques idées qui s'appuient tout simplement déjà sur notre expérience passée, parce que ces conventions ruralité nous ont permis de réfléchir là-dessus. Pas d'enrayer la baisse de la démographie. Ah non, pas d'enrayer. Hélas, voilà. Hélas. Mais en tout cas, on n'a pas cette ambition. Quel type de solution? Voilà, par exemple. Alors, une des premières solutions que nous développons depuis quelques années, mais qui ont beaucoup de mal à faire leur chemin, c'est de dire que aujourd'hui, sur ces territoires-là, la commune n'est plus le territoire pertinent pour parler d'école. Il faut dépasser le cadre communal. Je sais que ce n'est pas forcément très populaire, mais c'est quand même une réalité. Le cadre intercommunal n'est pas non plus forcément le bon niveau, parce que l'intercommunalité n'a pas la compétence scolaire et parce que les maires restent extrêmement attachés à leur école. L'école, c'est consubstantiel de la commune. Mais aujourd'hui, à vouloir à tout prix garder une école dans le contexte actuel, c'est se condamner à la perdre le plus souvent. Donc alors, ok. Exit la commune, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste, à mon sens, une réflexion au niveau des intercos, au niveau des conférences des maires, par exemple, mais une exécution et un travail à une échelle qui doit être définie dans le cadre de l'interco, qui est un bassin scolaire, quelques communes, 2, 3, 5, 8 communes, je ne sais pas, qui considèrent qu'elles ont un futur scolaire partagé. Et là, je pense qu'on peut imaginer des choses qui conjugueront à la fois une école vivante, dynamique, et une proximité réelle. Et en même temps, et ça a été dit tout à l'heure, et je trouve que c'est extrêmement intéressant, que ces périmètres où on doit définir le nouveau tissu scolaire s'appuient aussi sur les structures petite enfance, sur les offres de pratiques culturelles, sur les offres de pratiques sportives, pour que demain, on construise un tissu scolaire qui soit réellement qualitatif et qui réponde aux besoins de formation des jeunes cantaliens, des jeunes d'autres départements ruraux qui sont assez nombreux et qui représentent une grande majorité d'ailleurs des habitants de ce pays. Si vous permettez, je voudrais dire qu'une des difficultés aujourd'hui, et je le dis devant tous mes collègues, c'est la difficulté des collègues, des maires, à dépasser le cadre communal. Je connais des exemples où le maire a préféré laisser fermer son école plutôt que d'être celui qui allait la déplacer ou la jumeler avec un autre niveau. Et je trouve que c'est... Voilà, il faut sortir de son ego communal. C'est intéressant en tout cas. Et puis cette notion de bassin de vie, sur les déplacements, en fait, j'imagine que sur les mobilités, ça ne réglerait pas forcément le problème, mais peut-être qu'aussi les lieux d'enseignement seraient un peu essaimés sur ce fameux bassin scolaire, par exemple. Absolument, ça peut être tout à fait ça. Je crois que tout est à inventer, mais je crois qu'il faut qu'on ait une nouvelle démarche, une nouvelle approche. Et aujourd'hui, la convention signée par l'AMF avec le ministère a cet intérêt de débloquer un petit peu les choses, parce que l'obligation de se projeter à 3 ans oblige justement une autre réflexion et j'espère permettra demain d'aller vers quelque chose de construit collectivement avec l'État, avec la DAZEN et avec les maires. D'accord. Joël Surig, est-ce qu'on est... Pardon, excusez-moi de vous interrompre, messieurs. Bien sûr. Ah ouais. Est-ce que cette agilité qui vient d'être décrite vous paraît possible? Oui, parce que là, on est complètement complémentaires sur ce qui a été dit. Si j'avais un message, je dirais aussi, soyez proactifs. Ça veut dire que c'est à vous d'être actifs. Pendant trop longtemps, et on peut le comprendre, les relations c'était plus sur la défensive. Mais à un moment donné, s'il y a des projets, effectivement, suivant la nature qu'ils ont, faut être proactif en disant notre projet, ça va être effectivement pas juste rester sur mon école, mais de se regrouper de telle manière. Et quand je parlais, il peut y avoir des réflexions aussi sur le mouvement des enseignants, voire un remplacement de plus, parce que si on regarde l'ensemble des problématiques, là, il y a des leviers possibles. Mais donc, il faut être, je pense, proactif. On en a besoin aussi de l'éducation nationale. Il a l'air proactif, M. Montin. Je suis convaincu. Je suis sûr que vous êtes proactif. Nous le sommes depuis déjà longtemps. Malheureusement, avec moins de succès que nous aurions espéré.
permettez, je voudrais dire que ce que vous dites et ce que nous proposons illustre, si besoin était, le non-sens des données chiffrées en matière de carte scolaire sur des territoires comme les nôtres. Le P sur E, le E sur C, le machin comme ça, n'a plus aucun sens, sauf celui de conduire à des désertifications totales. Il faut regarder les choses autrement. Il faut admettre que sur certains territoires, on pourra garder des écoles à très faible effectif, parce que c'est la seule façon de garder une proximité acceptable pour rejoindre l'école. Et si vous permettez, je préfère que nous gardions une école à très faible effectif. Alors, j'ai beaucoup de respect pour mon collègue des Vosges, mais enfin, voilà, l'école doit rester l'école. Les enfants doivent fréquenter l'école pour se construire demain. Un autre point, si vous permettez, qui me paraît essentiel, c'est on a beaucoup parlé, Frédéric a insisté là-dessus, sur la nécessité de construire, et vous l'avez dit vous-même, de construire avec les maires. Mais à quel niveau? Le maire individuellement? Non, je pense que ce n'est pas possible. Le maire dans la communauté de communes? Je ne crois pas que ce soit le bon niveau. Le maire représenté par son association départementale? Peut-être, mais ça ne suffit pas. Il y a une difficulté là à pouvoir trouver la bonne échelle pour pouvoir discuter avec des autorités départementales et académiques. Oui, et c'est pour ça, quand vous disiez il peut y avoir des effectifs très faibles, mais il ne faut pas que ça reste sur une commune. Effectivement. Donc il y a les deux qu'il faut avoir en tête pour que ça puisse effectivement fonctionner, et effectivement avec des logiques qui peuvent être différentes suivant les organisations, parce que les organisations sont pas les mêmes à chaque fois. Et donc je crois que c'est ce chemin aussi qu'il faut porter. Et vous l'avez très bien dit aussi tout à l'heure, je pense que il faut que chaque territoire invente sa méthode. On ne peut pas réfléchir de la même manière à Arras et à Marcoles, quoi. Enfin, c'est pas possible. D'accord. Bon, moi je suis ravi parce que je voulais à tout prix qu'un Dasen ou un formateur de Dasen parle avec un maire. Donc voilà, c'est fait. Donc merci beaucoup, Monsieur Montin, pour ce témoignage. On vous retrouve un peu plus tard. On va en Martinique, si vous le souhaitez, avec avec Justin Pamphis. Je m'inquiétais de votre absence tout à l'heure, mais non, vous êtes tout excusé. Vous étiez sans doute voilà. Maire du Lorrain, président de l'association des maires de la Martinique. Alors la Martinique, on l'a vu tout à l'heure. Vous étiez là, peut-être. Je veux dire, donc ça chute. Clairement, subit une baisse démographique de 2,7% des effectifs du premier degré, école maternelle et élémentaire comprises, à la rentrée 2025, un des départements les plus touchés par la baisse démographique. Comment les maires appréhendent-ils cette évolution et quel type de discussion vous avez justement avec l'Éducation nationale? Bonjour à tous et à toutes. On ne l'appréhende pas, on l'a subi. Et malheureusement, les solutions telles que je les ai entendues tout à l'heure sont intéressantes, notamment de mon collègue et puis de M. Peduzzi tout à l'heure. Mais j'y reviendrai. Le débat il est intéressant parce qu'il est à la fois à la croisée des chemins entre une logique politique et puis une logique administrative d'organisation territoriale de nos écoles. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que le tableau qui a été présenté tout à l'heure, c'est un tableau qui montrait que la Martinique et l'île, qui étaient juste plus catastrophiques que nous, ont subi effectivement une situation plus que préoccupante. La Martinique, c'est 355 000 habitants, c'est environ, sur les 10 dernières années, 25 000 personnes c'est une démographie négative de moins 25 000 personnes sur les 10 dernières années. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que vient percuter cette problématique démographique on va dire un schéma d'une baisse de natalité, en plus d'une mortalité qui est beaucoup plus importante. Alors évidemment, quand vous êtes impacté à la fois par une diminution démographique, un négatif en natalité et un positif en mortalité, ça donne un résultat qui n'améliore pas la situation. Je veux juste donner un exemple. J'ai une école dans ma ville, à l'époque, dans les années 75, qui comptait 300 enfants. Aujourd'hui, il y en a 45. Donc, mais l'école, elle existe toujours. Donc, on est dans une gestion d'une situation qui fait que les écoles diminuent, le nombre d'enfants diminue, mais on a un bâtiment. Non, il n'a pas fermé, justement. Alors, j'y arrive. Il n'a pas fermé. Nous sommes
en permanente discussion avec les services de l'éducation nationale pour éviter que l'école ne ferme, avec des classes à division et qui sont parfois complexes, même pour l'enseignant, de gérer des élèves dans la même classe avec des cours qui sont différents. Pour poursuivre, cette problématique démographique et puis d'organisation scolaire impacte à la fois plusieurs éléments. Les ressources humaines, ça impacte les investissements, on en a parlé tout à l'heure, mais ça impacte également l'avenir. Sur les ressources humaines, vous avez des agents de la collectivité qui, à un moment donné, ont été recrutés pour tenir compte de la réalité de la composition scolaire. Mais quand vous avez moins d'enfants, vous en faites quoi? Vous ne pouvez pas vous en séparer. Donc il faut trouver avec eux les modalités de reconversion, je dirais, d'adaptation, de mobilité vers parfois dans l'organisation administrative. Et puis, il y a un dialogue social qui vient impacter l'organisation de la mairie, puisqu'il faut discuter avec les représentants syndicaux. Alors, on a parlé de baisse d'effectifs des enseignants, je ne vais pas redonner les chiffres, mais on perd à peu près 70 postes assez régulièrement. Mais je veux revenir après sur les investissements, avec une difficulté qui vient impacter chez nous, la Martinique, c'est que vous avez beaucoup d'écoles qui ont été construites. Ce sont des écoles qui ont à peu près, j'ai entendu, 25 ans de vie, mais chez nous, parfois les écoles sont beaucoup plus âgées que ça. Vous avez des écoles qui, suite par exemple au tremblement de terre de 2007, ont fait l'objet de diagnostics et qui imposent aujourd'hui aux élus, aux maires, de reconstruire ces écoles. Alors une école aujourd'hui, en fonction de la taille de l'école et du nombre d'élèves, vous êtes sur un investissement d'environ 2,5 millions, voire plus, sur la reconstruction, la réhabilitation de cette école pour tenir compte du fait parasismique, des tremblements de terre. Donc, vous avez des collègues maires qui ont lancé de vastes campagnes de reconstruction des écoles, avec en même temps une sorte de croisement de la démographie scolaire en diminution. Donc comment on fait pour reconstruire des écoles, pour tenir compte des risques auxquels nous sommes impactés, tout en sachant que sur les 25 prochaines années, on a une courbe qui est inversée avec des investissements conséquents et puis des bâtiments qui doivent servir effectivement à accueillir des élèves. Alors, quelle solution? Est-ce que se dessine? Voilà, ouais, j'aime bien moi, les solutions. C'est important. Moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure me plaît, la question des bassins de vie. On ne peut pas ne pas tenir compte d'un bassin de vie pour permettre effectivement d'éviter des mobilités trop longues avec des transports scolaires qui sont excessifs. Un gamin ne peut pas se lever à 4h30, 5h du matin pour être dans une classe à 7h. C'est impossible. Et je ne sais pas s'il a la capacité d'avoir l'attention suffisante durant toute la journée pour tenir, je dirais, et suivre les cours qui lui sont donnés. Ça, c'est une chose. Bassin de vie. Et les bassins de vie, naturellement, nous les connaissons parce que ce sont des bassins de vie qui s'inscrivent dans les projets d'aménagement de territoire. Les SCOT, en l'occurrence, le Lorrain, ma ville, c'est une ville qui se situe, c'est une ville de 7000 habitants, mais qui est dans un bassin de vie de 25 000 habitants. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet de discussion d'organisation. Mais, le collègue l'a dit tout à l'heure, l'école, c'est la vie dans une ville. Donc quand vous supprimez une école, vous supprimez une partie de la vie. Et aucun maire, aucun parent n'accepte que l'on ferme des écoles et que l'on soit dans une situation de, je dirais, de désertification scolaire. Donc, on est dans un sujet, et puis ce qu'a dit M. Peduzzi tout à l'heure, oui, l'école doit changer, l'école doit s'adapter, l'école doit évoluer sur la méthode et les moyens d'accueillir les élèves et puis de transférer l'éducation. Mais avec l'éducation nationale, aujourd'hui, l'école à la maison, ce sont des choses qui se sont développées, des parents qui acceptent de jouer le jeu. Je pense qu'il faut, au moment où les esprits sont ouverts, réfléchir sur des modes d'organisation, de transformation. Le télétravail, pendant le Covid, il y a beaucoup de gamins qui sont restés à la maison et qui ont pu faire les devoirs en lien avec des enseignants. Alors c'est vrai qu'il y a un distanciel, mais je pense que dans la semaine, il faut qu'il y ait une organisation qui transforme le fait qu'un enfant de CM2, CM1 ne peut pas faire 1h30 de transport scolaire pour passer une journée à l'école, ou sinon changer les rythmes, passer éventuellement de 2 jours, 3 jours, 4 jours, avec une organisation permettant en permanence à l'enseignant de s'assurer que qu'il bosse effectivement. Merci Justin Banfi, c'est génial parce qu'on a commencé à esquisser quand même pas mal de solutions. Merci pour ce témoignage. On va aller chercher des questions. Je parle toujours sous le contrôle de mes 2 coprésidents dans la salle pour voir s'il y a des réactions. Bien sûr, monsieur, ici, là, je savais forcément que ça allait réagir.
Bonjour, merci. Guillaume Prévost, secrétaire général de l'enseignement catholique. On voit bien que ces enjeux démographiques qui contraignent énormément le service public de l'éducation, quelles que soient ses composantes. On passe souvent sous silence une dimension du débat en France, c'est que l'étude de PISA le rendait compte en 2023. Le premier facteur de réussite des enfants, notamment issus des milieux populaires, c'est l'implication des familles. Et donc comment on peut faire aujourd'hui, ensemble, pour permettre à toutes les familles de réellement avoir un choix dans l'éducation de leurs enfants. On voit bien les enjeux de mixité sociale et de difficulté d'accès à nos établissements. Comment on peut faire ensemble, dans un rapprochement entre nos écoles et les collectivités, pour permettre à ces familles-là en particulier de faire le choix de nos établissements quand elles estiment que c'est bon pour leurs enfants. Merci. On verra tout à l'heure qui veut répondre. Je prends quelques questions. Monsieur. Bonjour, Cochard Jean-Pierre, maire d'une commune de Terranjou en Maine-et-Loire. Une commune de 4000 habitants, 500 élèves, 5 écoles, 3 publics et 2 privés. Ce qui s'est passé il y a 2 ans, une ouverture d'une école totalement privée, puisque hors contrat. Et là, 2 questions. Une à Madame Fessot. Est-ce que ces élèves, alors une école hors contrat, 19 élèves la première année, 30 cette année, ils en attendent 50 l'année prochaine. Je voulais savoir si ces chiffres, si ces élèves hors contrat, ils étaient, Madame Fessot, dans les statistiques. Est-ce que vous les connaissez? Et ça, je m'adresse à tout le monde, parce que ça, je pense quand même qu'il va falloir vous tracasser. Alors là, c'est plus Monsieur Zurich par rapport à ce qui se passe dans ces écoles, puisque c'est des écoles totalement privées, financées avec des fonds privés. Donc j'en ai parlé avec le préfet, il y a plusieurs écoles sur le département de Maine-et-Loire, et je voulais savoir si, comment vous réagissiez par rapport à ça, parce que c'est quand même d'importance à travers des écoles totalement hors contrat que personne ne connaît précisément ce qui s'y passe ici en tant que maire, parce qu'on est très proche et avec le préfet, on regarde ça d'un petit peu près quand même. Ceci dit, c'est quand même quelque chose qui nous tracasse. Voilà. Merci, on verra peut-être. Monsieur Surig, allez-y pendant que je m'assieds à côté de notre prochain. Je peux le faire assez vite, effectivement, c'est une vraie problématique. Et pour tout vous dire, l'Éducation nationale a créé des postes, il y avait des postes d'IEN, instruction en famille, et maintenant il y en a qui suivent effectivement les établissements privés. Donc il y a eu des créations de postes qui ont été faites justement pour suivre, que ce soit le privé sous contrat, qui est suivi, parce qu'on sait qu'effectivement c'est important d'aller voir et comment ça s'organise, mais aussi les hors contrats. Alors quand on disait tout à l'heure les prévisions, effectivement tout le travail que je dis après qui est plus fin, quand j'étais d'Azen, effectivement il y en avait 1 ou 2 effectivement sur le Pas-de-Calais, on les suivait, on savait les effectifs, et même parfois on a convoqué avec le préfet, c'est le préfet qui convoque. Mais il a convoqué le responsable de l'école parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas complètement claires et sur lesquelles, et où il peut effectivement aussi décider de fermer. Donc c'est un sujet et c'est suivi effectivement. Et sur ces effectifs, à ce moment-là, nous, sur le territoire, on les connaît. Merci, Monsieur Surig. Une question ici. Jean-Jacques Dumas, maire d'une commune nouvelle de 1400 habitants en Corrèze. Avec 84 élèves à l'école. Je voulais vous soumettre une question qui a été évoquée hier en séance d'ouverture par un maire. Bien sûr, la ruralité, mon ami Christian Montin et voisin l'a rappelé, l'école c'est essentiel dans les territoires ruraux a tendance à la désertification, parce que s'il n'y a plus d'école, c'est à terme la mort complètement, la désertification complète. Et on constate, je prends l'exemple de ma commune, mais j'ai regardé dans les communes autour, on constate une partie, enfin de l'ordre de 10%, 5-10% des élèves des communes qui vont dans les communes où il y a de l'emploi, donc les parents en allant travailler, parce que maintenant, justement, pour compenser leur baisse d'effectifs, parce que dans ces communes-là, ils ont aussi des baisses d'effectifs, ils ne font pas payer. Normalement, pour les ressortissants qui ne sont pas de la commune, ils devraient faire payer. Mais maintenant, c'est fini. Il n'y a pratiquement plus aucune commune
qui fait payer pour des élèves dont les parents n'habitent pas la commune. Alors moi, je pense qu'il y aurait une mesure qui serait importante pour les territoires ruraux, c'est qu'il y ait obligation de mettre les élèves dans l'école auquel ils seraient rattachés. Ou alors, effectivement, qui payent la commune, ce serait dissuasif. Voilà, une nouvelle proposition. Monsieur Surig, je peux juste répondre par rapport à ça. Quand j'ai évoqué tout à l'heure les dérogations, quand je discutais avec les maires, je leur disais effectivement, oui, vous avez 30% de vos élèves, vous voulez défendre l'école, mais il y a 30% qui sont déjà dans le bourg d'à côté, ou inversement, vous êtes en train de piquer ceux d'à côté. Et je ne pense pas que ça soit à l'État de décider pour vous. Je veux dire, à un moment donné, c'est justement, c'est au maire, effectivement, on ne va pas vous dire, vous êtes obligé de payer, un tel a fait ça et tout. C'est la responsabilité. Quand on parlait de bassin et d'organisation, ça veut dire, ça doit devenir collectif. Cette réflexion, moi, quand c'était comme ça, je disais, bah, écoutez, on va se rencontrer avec les maires d'à côté. Et puis on discute. Je partage complètement ce que vient de dire Joël Surig. Moi, je suis président d'une intercommunalité. Je suis maire en fait d'une ville. J'ai en fait pris la position de refuser toutes les demandes de dérogation pour ne pas déshabiller les effectifs dans les communes autour d'Arras et dans les communes rurales en particulier, parce que sinon, en fait, la facilité, c'est effectivement le drive. Hein. Je dépose l'enfant là où mon chemin organise mon circuit pour aller au travail, et puis point barre. Et je pense que si on veut véritablement s'en sortir, il faut qu'il y ait du dialogue. Et moi, je partage l'idée des bassins de vie parce que c'est autour de ça que l'on travaille dans mon territoire. Et derrière, c'est en fait une vraie, par le dialogue, une vraie position, une règle qui doit en fait conduire à ce que le maire, la collectivité, les collectivités assument ensemble une philosophie, une stratégie et une coopération. Voilà. Merci Frédéric Le Turc. On passe à la deuxième séquence avec la mise en cohérence de la carte scolaire avec le parcours des enfants de la petite enfance au collège. Donc vous êtes exprimés, messieurs les coprésidents. Je vais demander à Sébastien Jadoul, qui est maire d'Aubréville et qui est dans mon dos et qui arrive à ce pupitre donc pour un entretien. Et vous êtes aussi président de la communauté de communes Argonne-Meuse, dans la Meuse, hein, comme son nom l'indique très clairement. Merci d'être là, monsieur le maire. Vous avez mis en place, vous, le dispositif territoire éducatif rural, TER, donc un nouveau dispositif. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous vendre en quelque sorte, comme vous l'avez aussi bien fait tout à l'heure quand on a discuté ensemble, la pertinence de ce dispositif? Alors après, bonjour à tous et à tous. Le dispositif de territoire éducatif rural, on ne l'a pas sollicité. C'est notre DAZEN de l'époque, M. Aubert, qui nous l'a proposé. Et donc, comme on travaillait déjà en partenariat avec lui sur d'autres éléments, on a souhaité s'impliquer dedans au niveau de la communauté de communes qui porte la compétence scolaire depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et donc, le dispositif de TER, c'est de réfléchir à un parcours de l'enfant dès sa naissance jusque sur notre territoire à la période du collège, 3e, en mettant tous les acteurs qui gravitent autour de l'enfant, que ce soit nos micro-crèches, nos RPE, les associations, les bibliothèques locales, les écoles, que ce soit du premier ou de second degré. Et on essaye de travailler tous ensemble autour d'objectifs que nous nous sommes fixés. Par exemple, un des objectifs qu'on a, c'est qu'on a des bons résultats à l'école élémentaire, mais nos enfants manquent d'ambition pour aller vers des structures, des facultés, après par la suite beaucoup plus éloignées de chez nous et beaucoup plus importantes. Agir effectivement pour permettre de faire grandir ces enfants vers leurs objectifs. Il existe depuis combien de temps ce TER? Il est assez... C'est tout récent et il a 1 an. Il a 1 an, donc bon, difficile Mais en tout cas, l'idée, c'est de travailler en cohérence sur chaque temps de l'enfant en quelque sorte et d'imaginer des solutions. Est-ce qu'elles existent, ces solutions? Quand vous parlez d'une ambition, est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle peut se déployer pour un gamin? Ou est-ce qu'au contraire, il faut l'inventer aujourd'hui? Alors c'est vrai que nos enfants, des fois, comme on le disait tout à l'heure, entre les parcours de bus, hein, je vois sur mon territoire, nous avons 13 habitants au kilomètre carré, donc on a 6 écoles qui dépendent d'un collège.
Et le temps qui passe dans le bus, plus le temps du périscolaire le matin ou le périscolaire du soir, plus la cantine, des fois les parents nous mettent, on dirait, sous notre responsabilité l'enfant de 7h du matin à 19h le soir. Donc il faut qu'on arrive à coordonner nos services autour de l'enfant et de lui apporter des temps de repos, mais aussi des temps d'éducation. Et par exemple, je prends un exemple, là, on essaye de mettre en place, nos enseignants bénévoles, sur la base du volontariat, mettre en place des stages de remise à niveau au fin des vacances d'août. Et là, on est en train de voir pour mettre un ALSH après ce stage de remise à niveau pour permettre aux parents de laisser l'enfant toute la journée sur ce temps. D'accord. Et tout ça se passe à l'intérieur de cette structure, en quelque sorte, où tous les acteurs sont présents et proposent des solutions dites de continuité éducative, comme on pourrait parler d'un continuum dans un autre domaine. C'est ça, hein? C'est ça. Et en fait, notre territoire a été confronté à une fermeture de collège. Et donc, on s'est opposé, parents, communauté éducative et élus, à cette fermeture. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on a voulu être force de proposition et donc on a souhaité retravailler avec le département et avec le soutien de l'État sur, entre guillemets, ce qui s'appelait à une époque les écoles du socle, qui sont devenues maintenant, pour notre secteur, l'école des savoirs fondamentaux. Voilà. Et en fait, on regroupe dans le même bâtiment, donc de la maternelle jusqu'à la 3e, un petit peu ce qui est fait dans le privé, tous les enfants. On a également regroupé la bibliothèque municipale, qui sert à la fois également de bibliothèque de BCD pour l'élémentaire, mais également de CDI pour le collège. Et on voit maintenant des liens qui se créent. Par exemple, on a notre enseignante documentaliste qui fait partie de la bibliothèque municipale. Donc, elle a ouvert la bibliothèque municipale l'après-midi. Et on a des enfants qui jouent sur l'aire de jeu juste à côté de cette fameuse école et vont revenir dans la bibliothèque municipale pour lire ou pour faire leurs devoirs avec cette enseignante qui est là bénévolement. Donc on est là sur des solutions de mutualisation de bâtiments, de fonctions, et tous ces acteurs donc, se retrouvent et apportent effectivement un plus éducatif à l'enfant. Un plus éducatif, là, sur un autre centre-bourg de notre communauté de communes, on avait un collège qui était fait pour 350 élèves. Actuellement, j'ai un bâtiment de l'élémentaire qui n'est pas terrible, qu'il faudrait que je rénove. Vous le voyez, on est en train de réfléchir avec le département pour mutualiser le bâtiment, pour mettre nos 110 élèves d'élémentaire dans le collège qui en fait 150 actuellement. Donc, mais ce qui est bien aussi, c'est que dans le cadre du TER, on a des écoles qui sont à multiples niveaux, comme on le disait. On a des fois des enseignants qui se trouvent seuls d'un point de vue pédagogique. Ça a permis également de travailler sur des niveaux de cycle. Les enseignants se regroupent, l'éducation nationale donne les moyens pour remplacer ces enseignants le temps devant élèves, mais ça leur permet de se regrouper dans un cadre de collège, hein, dans un réseau de collèges, et de mettre en point une pédagogie commune ensemble, d'utiliser les mêmes ouvrages pédagogiques et travailler également avec le collège, parce qu'on a une particularité sur le collège, c'est qu'on a une semaine d'intégration pour les 6e. Donc on travaille en CM1, CM2 sur le cycle 3 avec les 6e. Donc ils commencent à travailler en début d'année sur des programmes et avec par exemple des professeurs de sciences qui viennent en élémentaire. Ah oui, c'est une organisation. Il manque que la crèche, hein, finalement. Voilà, la crèche va à la maternelle aussi. Ouais, mais du coup, ça nous permet de travailler. Le but, c'est de travailler ensemble, que nous, politiques, on participe également dans la vie éducative avec les enseignants. Et d'en participer. Sur un bassin qui ne résoudra pas, bien entendu, aussi la problématique des déplacements, parce que si on met tout sous un même chapeau de bâti, forcément, je veux dire, il faudra bien... ou alors on sait, bon, il y a d'autres solutions peut-être. Mais dans le cadre du TER, le but, ce n'est pas de ramener tout dans le même bâtiment. Par exemple, on a des écoles qui se trouvent à 30 km du bâtiment dont je vous parlais. Et le but, c'est de les mettre en lien tous ensemble. Et rien n'empêche, par exemple, à un professeur d'allemand du collège d'aller donner un cours d'allemand dans l'école primaire qui se trouve à 15 km ou 20 km. Ok, super.
Ben, merci pour ce témoignage. Mais restez encore avec nous parce qu'on arrive bientôt. Puis les estomacs qui gargouillent un petit peu. Hein, il faut quand même récupérer pour les uns et les autres. Merci, Monsieur Jadou. Christian Montin et même Justin Pamphile, est-ce que l'avenir est à la mutualisation? Est-ce que cette idée-là qui vient d'émerger, ça vous parle? Pas très fan du TER, vous, Monsieur Montin. Non, vous m'avez pas dit ça? Non, c'est une structure qui... Vous préfériez la convention ruralité? Ah, c'est autre chose. Les objectifs sont différents. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas fan des TER. Je pense que le TER, c'est un dispositif qui a de l'intérêt en fonction de ce qu'on va y mettre dedans. Et le témoignage qu'on vient d'entendre me paraît particulièrement intéressant avec un territoire qui s'approprie cet outil pour réellement aller vers des objectifs de continuité éducative, pédagogique, etc. Donc je suis ni fan ni pas fan. Tout dépend de ce qu'on va en faire. En revanche, par rapport à la question de la mutualisation, oui, d'une manière générale, je pense que le problème auquel sont confrontés l'éducation nationale, quasiment partout, mais évidemment encore plus dans les territoires ruraux qui sont déjà beaucoup plus fragiles, cette situation nous oblige à travailler collectivement, à faire en sorte que les maires travaillent ensemble, que toutes les structures, tous les territoires travaillent ensemble et qu'on travaille ensemble avec la DSDEN et avec l'État. Parce que je pense qu'effectivement, l'État, le préfet, les sous-préfets ont complètement un rôle à jouer dans cette démarche-là. Mais oui, incontestablement, le temps de la défense de la petite école de hameau ou de village ou de commune est révolu, sauf à mettre en péril l'existence même de l'ensemble de l'édifice. D'accord. Justin Pamphile, quand on dit, souvent on dit mutualisation, on a l'impression que c'est un mot magique comme ça qui règle les problèmes. Vous n'y croyez pas? Enfin si, ah bon on est dans la même veine. Non, je pense qu'on a aujourd'hui quasi obligation de se réinventer, d'adapter des réponses à des problématiques auxquelles nous sommes déjà confrontés. La courbe de la démographie ne s'inverse pas. La courbe de la natalité ne s'inverse pas. Donc on a quasi obligation aujourd'hui à tenir compte de cette réalité-là et faire en sorte justement que l'on puisse trouver des solutions avec les parents. Et ce qui est pire, c'est que les parents continuent, pas les parents seulement, mais tous, on continue à demander à ce qu'il y ait de la proximité dans la relation de gestion dans notre société. Donc comment on peut à la fois gérer de la proximité et en même temps tenir compte de chiffres et de résultats. C'est peut-être les plus difficiles à convaincre, non, quelque part. On va dire les parents, forcément, de fait, sont directement concernés. Il faudra les intégrer. Je ne sais pas, il y aura un forum extraordinaire à côté. Bon, bref. Juste deux petits mots de conclusion. Peut-être, Joël Suric, sur... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de propositions quand même. Oui, je trouve que justement, en tout cas, voilà, ça montre aussi que, comme je disais, proactif, vous avez des idées. Et c'est vrai que les idées, comme on dit, à un moment donné, c'est pas rester seul, c'est effectivement avoir une logique de réseau, souvent le lien avec le collège. J'avais cité le privé qui a ce fonctionnement. En Allemagne aussi, vous avez des regroupements. Parce qu'on a 36 000 communes. Comme on dit, on va faire comme à l'étranger. À l'étranger, il n'y a pas d'endroit où vous avez 36 000 communes. Donc il faut créer aussi notre propre fonctionnement. Mais le réseau, voir avec les collèges, voir les écoles, effectivement, est quand même quelque chose qui est porteur et que vous devez arriver à créer. Les TER, il y en a 200 en France, des TER. C'est un levier, comme on disait, c'est le triptyque. TER, il y a préfet aussi. Donc, je crois que là, il faut juste remettre la convention ruralité quand même. Voilà, vous avez des leviers maintenant, et je suis assez enthousiaste parce que, en tout cas, c'est le message que je passerai avec les personnes, les DAZEN que je forme, leur dire, vous avez en face de vous des gens qui ont des propositions et il faut être prêt à les entendre. Je dirais même plus dans les TER, vous avez les CAF, les ARS. Tout ce qui tourne autour jeunesse et sport. De jeunesse et sport, les PEDT, comme vous le disiez tout à l'heure, tout ça tourne dans le TER et on les a tous autour de la table. L'ARS aussi pour l'inclusion, on n'en a pas parlé, mais ça peut être aussi un vrai sujet. Merci. Moi, je voulais vraiment remercier nos intervenants et vous remercier parce que je pense que la table ronde montre que tout est possible. Et il faudra vraiment qu'on fasse preuve d'agilité parce que la construction d'une solution en Martinique ne sera pas la solution qui a été imaginée ailleurs. Il faut tenir compte de la géographie, il faut tenir compte de l'aménagement du territoire,
Il faut surtout en fait qu'on puisse développer une relation de confiance durable qui fasse que quelque part on aligne en quelque sorte les planètes. Et dernier point, il faudra qu'on sache, on en parlait, organiser en quelque sorte un accompagnement de récompense. Celles et ceux en fait qui sont vraiment dans la co-construction mériteront un accompagnement. Ceux qui le seront moins auront forcément des difficultés à poser leurs arguments pour en fait être entendus, accompagnés dans cette obsession qui sera difficile à tenir de garder à côté de l'église et à côté de la mairie l'école avec un effectif malheureusement beaucoup trop faible. Donc il faut vraiment qu'on travaille cette relation de confiance qui, je le pense, nous permettra d'aller loin. Maryse Fesseau a compris que le moment était solennel et s'est spontanément levé en voyant tout le monde comme ça. Il fallait le faire. Et Antoine Joenne, voilà, Antoine Joenne, Mme Fesseau, elle est là. Monsieur le coprésident, un dernier mot et puis on va clore donc ce forum. Oui, moi je rejoins ce que vient de dire et je fais la passerelle avec ce que vient de dire Frédéric. C'est effectivement, on a beaucoup de dispositifs nouveaux qui se créent, qui sont supprimés, d'autres de nouveaux carrés. On a les TER, on n'a pas parlé, mais le PEDT a l'avantage et le mérite de mettre un outil de collaboration qui met tout le monde autour de la table. On en pense qu'on en veut. Aujourd'hui, on a environ la moitié des communes qui aujourd'hui ont un outil de collaboration et notamment un PEDT. Et je suis d'accord sur le fait de récompenser aussi et encourager du coup les élus et les communes qui développent ces outils de collaboration qui permettent du coup d'adapter aussi notre école aujourd'hui. Et on parle de mutualisation des locaux, pas que. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on construit peut-être une école, quand on rénove une école, il faut penser peut-être plus équipement public au sens large. Et encore, l'école doit rester un lieu sacré, évidemment. Mais raisonner exactement également sur les autres temps. Comment on peut utiliser également ce bâti en dehors des temps scolaires. Et c'est l'avantage aussi de ces outils de collaboration, mais également des temps d'échange-cage. Je pensais, Frédéric me soufflait à l'oreille tout à l'heure, la convention citoyenne dans laquelle j'ai pu représenter l'AMF. On en pense qu'on en veut sur la temporalité, sur tout ce qui pourra en découler et ressortir de cette convention. Ça a le mérite d'échanger et de poser sur la question de l'école au sens large et de ne plus raisonner que temps scolaire, mais également temps périscolaire, temps extrascolaire. On ne parle plus de garderie aujourd'hui, on parle enfants également sur tout au long de la journée et sur l'ensemble des temps. Et ça a l'avantage de mettre autour de la table tous les acteurs sur l'ensemble des temps et trouver une cohérence et une continuité éducative sur l'ensemble des temps de l'enfant. Parce qu'effectivement, on a de plus en plus d'enfants. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à expliquer, mais on a de plus en plus d'enfants qui fréquentent des fois les temps périscolaires, alors qu'on a une baisse de la démographie scolaire. Et donc, ça permet de faire le lien sur tout au long de la journée, de raisonner et bâtiments et ressources humaines sur l'ensemble de ces temps. Et c'est vrai que ça nécessite de se mettre tous autour de la table. Merci, Monsieur Joenne. Et puis, il y avait une question qui avait été posée dans le précédent forum. Les maires peuvent rentrer, bien sûr, dans le cercle de, pas fermé, mais très ouvert, je suppose, du groupe de réflexion, de la commission. La commission, vous êtes les bienvenus. La commission est ouverte à tous. Il suffit, en fait, que vous puissiez vous rapprocher des fédérations qui vous donneront les informations nécessaires et les connexions si vous le souhaitez. Et surtout travailler avec vos présidents de fédération parce que c'est là où on réussira à construire les bonnes géographies qui correspondent à chacun de nos départements. D'Union des maires, plutôt que. Non, comment ? C'est plutôt l'échelle de l'Union des maires. Fédération, c'est lesquelles ? L'association départementale. Des maires, voilà. Ok, ouais. Super. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. À l'année prochaine. À l'année prochaine, oui.